Salut Booktube! Avec un petit peu de retard, j'ai enfin terminé la lecture commune du mois de septembre avec Plop et avec encore plus de retard dans ma pile à lire. Il s'agissait du livre Orgueil et préjugés de Jane Austen, le fameux Orgueil et préjugés, qui est un livre qui est acclamé par de nombreuses personnes et je dois dire à raison puisque j'ai vraiment énormément aimé ce texte, beaucoup plus que ce que je m'attendais au premier abord. En effet, Jane Austen a une narration qui est très ancrée dans son temps et c'est une narration qui est plutôt d'ailleurs omnisciente, même si on est quand même plus centré sur les sentiments d'Elizabeth, mais on est un petit peu en dehors de l'histoire, en dehors des personnages, et c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Il faut vraiment que ce soit très bien fait pour que j'arrive à m'attacher aux situations, aux personnages et aux scènes qui sont mises en évidence. Il y a parfois des ellipses, les choses sont plus racontées que montrées. Et c'est ce qui fait que pour moi j'ai un petit peu de mal parfois, mais rien à dire sur ce texte puisque Jane Austen le maîtrise à la perfection. Les personnages sont hyper attachants, même s'ils sont finalement assez peu décrits pour de nombreux personnages secondaires. On a vraiment une richesse, une caractérisation qui les rend vraiment tous uniques et ça je trouve que c'est incroyable. Et évidemment, comme beaucoup de gens, je me suis énormément attachée au personnage de Elizabeth et de Mr. Darcy et à leur relation que je dois dire je shippais énormément à la fin du livre, mais ça ce n'était pas une surprise. En plus j'ai eu la chance de le lire dans ces super éditions qui sont les Tiber Éditions, qui est une maison d'édition qui retravaille des classiques avec des illustrations. Donc ici on est sur des illustrations de Margot Motin qui a déjà fait plusieurs Jane Austen et donc ça je crois que c'était le deuxième qui était sorti. Et dans les mêmes éditions, j'avais pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge Dracula, donc avec la même maison d'édition. Je trouve que ces livres sont vraiment magnifiques. Ils font tout le temps des campagnes Ulule auxquelles je participe à chaque fois. Et donc voilà, j'étais très contente de pouvoir le découvrir encore plus avec cette maison d'édition. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment eu énormément d'attachement au personnage et j'ai une raison très particulière de vouloir vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me suis énormément reconnue dans le personnage de Mr. Darcy et encore plus au début. Et je trouve que finalement, avec une interprétation du 21e siècle, le terme orgueil et préjugé n'est pas forcément le plus adapté puisque Mr. Darcy, et évidemment c'est le centre du texte, n'est pas pour moi orgueilleux et même au début, ce n'est pas un personnage qui est orgueilleux même s'il le paraît. Et pour moi, cette impression d'orgueil et tout le centre du texte, tout le centre des préjugés d'Elizabeth viennent en fait de malhabileté sociale et de ce qui pour moi sont des traits autistiques du personnage de Mr. Darcy. Et c'est pour ça notamment que je me suis énormément reconnue dans ce personnage. J'ai moi-même été diagnostiquée il n'y a pas si longtemps de troubles du spectre autistique et du coup forcément c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et quand j'ai vu ça je me suis sentie obligée d'analyser un petit peu les tenants et aboutissants du personnage, d'aller creuser un petit peu plus loin. Ceci est une interprétation qui n'est pas nouvelle, il y a beaucoup de personnes qui en ont déjà parlé, mais surtout dans la sphère anglophone, j'ai vu assez peu d'analyses de ce genre, notamment sur le Booktube français ou sur les réseaux français, et du coup je voulais en parler ici avec vous. Petit disclaimer parce que je sais que c'est un sujet assez tendu parfois. Ceci est une interprétation de ma part, évidemment, je vais lire un petit peu dans le sous-texte. C'est une analyse avec ma vision des choses. Évidemment, à l'époque où a été écrit ce livre, le diagnostic du spectre autistique n'existait pas. Donc le personnage de Mr. Darcy n'a jamais été créé dans ce sens, il n'a jamais été créé pour être un personnage autiste, tout simplement car ça n'existait pas. Peut-être que Jane Austen connaissait des personnes qui présentaient des symptômes du spectre autistique et qu'elle les a intégrés au personnage de Mr. Darcy et c'est pour ça que le but de cette vidéo n'est en aucun cas de diagnostiquer quiconque, de diagnostiquer même Mr. Darcy et c'est pour ça que je vais plutôt parler de traits autistiques qui sont présents chez Mr. Darcy sans dire qu'il a un authentique trouble du spectre autistique. Ce n'est pas le but, ça ne change en rien l'histoire, comme je l'ai dit c'est une pure interprétation, ça ne met pas du tout de côté toutes les réactions et tous les sentiments à son égard qu'ont pu avoir ses interlocuteurs, ses interlocutrices, puisque Mr. Darcy a commis quelques maladresses qui évidemment ont des conséquences sur les sentiments des autres et ils sont totalement légitimes.
Et bien évidemment, mais je me permets de le repréciser, cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui semblent orgueilleuses ou toutes les personnes qui semblent timides présentent un trouble du spectre autistique, donc merci de ne pas faire de généralisation. Le symptôme premier des troubles du spectre autistique est constitué de difficultés sociales et de difficultés dans les interactions sociales, avec des difficultés de comprendre les autres et ce qu'on appelle de la réciprocité sociale, donc pour les échanges sociaux. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'être un pro en TSA pour savoir que Mr Darcy présente quelques difficultés à évoluer en société et qu'il peut parfois être un petit peu maladroit. Mais il y a quelques caractéristiques qui sont bien particulières et bien spécifiques au personnage qui pour moi me font vraiment penser à des traits spécifiquement autistiques plutôt qu'à de l'orgueil ou simplement de la timidité. Et je vais les détailler juste là. Dès qu'on rencontre Mr Darcy, on se rend compte qu'il n'apprécie pas trop de parler avec les gens qu'il ne connaît pas, dans la scène du premier bal notamment. Il reste très renfermé, avec Miss Bingley notamment, et refuse d'interagir et de danser avec quiconque lors de cette soirée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très classique dans les traits autistiques, c'est la difficulté pour faire le small talk et la difficulté pour parler de sujets qui sont en dehors des intérêts de la personne qui présente le trouble autistique. Et ça semble aussi être la raison pour laquelle Mr Darcy ne veut pas danser initialement. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, les danses dans un bal étaient très codifiées et il y avait toute une partie de la danse pendant plusieurs minutes où les personnes ne dansaient pas et c'était vraiment un moment dédié à sociabiliser et à discuter entre les différents partenaires. Et donc c'est vraiment un moment où ce n'est pas de la danse mais c'est vraiment un événement social et donc c'est pas du tout comme nous on pourrait l'entendre. Et c'est pour ça que Mr Darcy introduit immédiatement les choses en disant qu'il ne veut pas danser avec les personnes qu'il ne connaît pas. Vous savez combien je déteste danser, à moins que je ne connaisse particulièrement bien ma cavalière. Dans une réunion comme celle-ci, ce serait insupportable. Vos sœurs sont prises et il n'y a pas une autre femme dans la salle dont ce ne me serait une punition d'être le cavalier. Donc au-delà du fait qu'ils disent qu'il ne veut pas danser avec les gens qu'il ne connaît pas, et donc à faire du small talk avec des inconnus, il parle vraiment de punition, donc avec un côté de souffrance et d'inconfort qui se retrouve assez facilement chez les personnes qui ont des traits autistiques en cas de small talk. Et ça c'est vraiment important parce que d'entrée de jeu, à cause de ce trait, à cause de ces difficultés sociales, cette difficulté à engager la conversation, Mr Darcy commet une vraie faute morale et sociale pour un gentleman puisque à cette époque-là, c'était attendu d'un gentleman qu'il vienne demander à une jeune femme de danser. Et c'est pour ça que c'est interprété par tout le reste des invités au bal comme quelque chose de très mal poli et comme Mr Darcy qui se sent supérieur à tous les autres alors qu'en fait c'est probablement juste qu'il ne se sentait pas à l'aise et pas confortable avec des nouvelles personnes avec qui il ne saurait pas quoi dire et qui ne partageraient pas ses centres d'intérêt. Le deuxième point est un point qui est absolument essentiel à l'histoire, c'est les difficultés pour Mr Darcy de comprendre les gens autour de lui et d'interpréter le sous-texte, leurs attitudes et ce que les autres personnes autour de lui essayent de faire passer comme message. À cette époque-là, le franc-parler n'était pas quelque chose de très commun, il y avait beaucoup de choses qui passaient en insinuation et donc j'imagine que pour les personnes avec un trouble autistique, ça devait être un enfer parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans les traits autistiques et c'est la difficulté justement de comprendre le sous-texte et d'interpréter notamment la gestuelle corporelle et la gestuelle du visage et les expressions faciales notamment, où on a démontré avec plusieurs études qu'en fait les personnes autistes ont des façons différentes de communiquer avec leur visage et leurs expressions du visage. Par exemple, quand on fait parler plusieurs personnes autistes ensemble et qu'on met un neurotypique, donc une personne sans autisme, au milieu, en fait c'est le neurotypique qui va se trouver dans la position classique de l'autiste à ne pas savoir comprendre et interpréter les mimiques et le sous-texte des personnes autistes qui elles auront beaucoup plus de facilité à se comprendre entre elles. Darcy l'admet lui-même, il le dit directement qu'il a du mal à comprendre les implications et ce que veut dire une personne lorsqu'elle ne parle pas franchement et ouvertement. Je n'ai certainement pas le talent que possèdent certaines personnes, dit Darcy, de converser à l'aise avec ceux que je n'ai jamais vus précédemment. Je suis incapable de me mettre au diapason de leur conversation
ou de paraître m'intéresser à leurs affaires comme je le vois faire bien souvent. Donc là dans cette phrase, il insiste vraiment sur le fait qu'il a beaucoup de mal avec les personnes qu'il vient de rencontrer, ça c'est ce qu'on a vu juste avant, mais il dit aussi qu'il a du mal à interpréter les intentions des autres. Et pour le coup, je trouve que là, il y a un gros défaut au niveau du sous-texte, justement, de la version française, puisque dans la deuxième partie de la citation, il parle du diapason de la conversation, et quand on prend en version originale la citation de la deuxième partie de la phrase, ça donne ça. I cannot catch their tone of conversation or appear interested in their concerns. Et pour moi, il y a vraiment une différence entre l'expression catch the tone of the conversation et me mettre au diapason de leur conversation, puisque dans la version originale, on a vraiment un défaut de compréhension de sa part. Il n'arrive pas à comprendre le ton de la conversation et à comprendre ses implications. Donc vraiment, c'est presque un aveu de ce symptôme de trait autistique dont je parlais juste avant et que Mr. Darcy fait finalement assez facilement et qu'il a vraiment remarqué lui-même. Et Lizzie aussi l'a remarqué, même si elle l'interprète pas forcément de la bonne façon, en tout cas pour moi, puisqu'elle parle régulièrement de son égoïsme des sentiments d'autrui. Or, au fil du texte, on se rend vite compte que Mr. Darcy est loin d'être égoïste, puisqu'il est plutôt même très chaleureux et très altruiste avec les autres, notamment là où il habite. Et on se rend compte au fil du texte en fait que ce n'est pas un égoïsme des sentiments d'autrui, mais plus une méconnaissance et une mauvaise interprétation des sentiments d'autrui qu'il va faire au fil du texte. Et ça c'est vraiment la base pour moi des difficultés d'évolution, on va dire, de la relation entre Mr. Darcy et Elizabeth, puisque la base de leur relation est vraiment centrée sur ces défauts de communication. Donc déjà c'est évident, Mr. Darcy n'arrive pas à réaliser les sentiments de Jane pour Mr. Bingley, alors que d'après Elizabeth, ceux-ci sont vraiment évidents et ceux-ci sont vraiment manifestes. Mais il est vrai qu'on voit ça sous le prisme de la vision d'Elizabeth qui connaît vraiment bien sa sœur, et donc c'est difficile d'être certain qu'il s'agisse uniquement d'un défaut de Mr. Darcy et pas d'une connaissance finalement d'Elizabeth de sa sœur qui fait qu'elle voit plus facilement ses sentiments pour Mr. Bingley. Mais encore plus au cœur de ce problème, c'est l'incapacité complète de Darcy à comprendre que Elizabeth le déteste fondamentalement pendant toute la première moitié du texte, puisque Elizabeth vraiment le déteste et ne peut pas le voir en peinture, et il semble ne pas du tout s'en rendre compte. Et ça vraiment on s'en rend compte avec sa réaction lors du refus d'Elizabeth pendant sa première demande en mariage, où quand elle refuse, il est vraiment sur le cul, enfin il est vraiment abasourdi, il ne comprend pas et il lui demande tout simplement quelle raison elle peut avoir de refuser, puisque dans son opinion à lui, elle n'a jamais verbalisé quoi que ce soit qui puisse lui faire douter du fait qu'elle accepte et qui puisse lui faire douter de ses sentiments envers lui. Je pourrais, me semble-t-il, désirer être renseignée sur les raisons pour lesquelles, avec si peu d'efforts de votre part, à la simple civilité, je me vois ainsi repoussée. Mais cela a peu d'importance. Et même juste avant, quand Mr. Darcy réalise que Elizabeth a refusé sa demande en mariage, elle admet elle-même qu'il semble finalement plus surpris qu'énervé, et du coup c'est vraiment pour lui quelque chose auquel il ne s'attendait pas du tout, malgré tous les sous-textes évidents qu'on a pu avoir jusque-là et malgré les preuves évidentes des désaccords entre Elizabeth et Mr. Darcy. Et une autre des problématiques est que Elizabeth finalement utilise pas mal la raillerie et la moquerie pour cacher le fait que Mr. Darcy la vexe régulièrement avec ses critiques, et du coup elle utilise assez souvent l'ironie, et c'est souvent un des centres même des traits autistiques de ne pas comprendre l'ironie et de prendre les choses de façon très littérale. À cette époque-là, les moqueries étaient plutôt destinées à des gens avec qui on était proche, donc des amis, voire de la famille, et donc il est possible aussi que Mr. Darcy ait interprété ça comme des encouragements finalement plutôt que des preuves de la véritable opinion d'Elizabeth sur lui. À de nombreuses reprises également, Mr. Darcy va faire des faux pas et des choses qui ne sont vraiment pas adaptées à la situation et très maladroites sans s'en rendre compte, et il va continuer les choses comme si de rien n'était. Et c'est assez rigolo parce que dans les tests diagnostiques des troubles autistiques, il y a notamment ce qu'on appelle le test des faux pas, où on est présenté avec des situations
où quelqu'un va dire ou non quelque chose d'inadapté, quelque chose qui n'aurait pas dû le dire. Et justement, les traits autistiques, ça consiste à ne pas être capable de reconnaître certains faux pas, certaines choses inadaptées, voire au contraire à les trouver même plutôt adaptées. Alors que pour des personnes neurotypiques, elles ne le seraient pas, ou de même de ne pas savoir expliquer en quoi certaines choses sont inadaptées. Et ça, chez Mr Darcy, on retrouve ce genre de faux pas à de nombreuses reprises où il va un petit peu casser les autres sans s'en rendre compte. Et c'est aussi ce qui participe à le rendre orgueilleux aux yeux des autres. Et ça augmente encore plus dans les situations où il se sent stressé, où il n'est pas à l'aise, et donc quand il rencontre de nouvelles personnes dans des situations où il n'est pas en confiance. Et ça, l'exemple même pour moi, c'est vraiment sa première demande en mariage, où il n'arrête pas d'être presque insultant envers Elisabeth, envers sa famille, en montrant à quel point sa famille est inférieure à la sienne et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle dans les conventions sociales il devrait se marier avec elle. Et donc c'est vraiment quelque chose qui tient plus de l'insulte finalement, et Elisabeth le prend comme tel, sauf que quand elle lui explique pourquoi, il ne comprend pas du tout en quoi c'est quelque chose de mal et qu'est-ce qu'il a pu faire pour la froisser autant. Et il ne s'est pas du tout rendu compte que ce n'était pas du tout adapté à la situation comme façon de déclarer sa flamme. Et cette situation nous amène directement au point d'après, qui est l'honnêteté absolument intransigeante presque de Mr Darcy. Et ça également, c'est un des traits autistiques les plus marqués, et il s'agit des difficultés à mentir ou à ne pas dire les choses de façon parfaitement honnête. On suppose que c'est une façon de s'affranchir des difficultés d'interprétation et du sous-texte. En fait, pour ne pas laisser place au sous-texte et aux difficultés d'interprétation, les personnes avec des troubles autistiques ont tendance à être plus honnêtes et plus francs dans ce qu'ils disent. C'est aussi une façon qu'on a de communiquer qui n'est pas forcément comprise par les neurotypiques qui n'ont pas ce genre de mécanisme. Et souvent, cette honnêteté fait également place à beaucoup d'analyse, beaucoup de logique, puisque les relations sociales semblent assez floues et vagues et difficiles à interpréter. Souvent, on a tendance à se retrancher derrière des faits admis et des faits logiques et analytiques, et à déblatérer ces faits de façon assez peu conventionnelle et assez pet sec parfois, qui sont pas toujours très bien vus. Et donc pour ça, évidemment, j'en reviens encore une fois à la première demande en mariage de Mr Darcy, puisque encore une fois, il insiste en long, en large et en travers sur toutes les raisons qui devraient le pousser à ne pas être attiré par Elisabeth et à ne pas vouloir se marier avec elle, puisque pour lui, dans sa situation sociale, ça n'a aucun avantage pour lui. Et du coup, c'est interprété par Mr Darcy comme une preuve de son amour, puisqu'il n'a pas pu faire abstraction de toutes ces raisons logiques, et que c'est une preuve de la totalité et du niveau de ses sentiments pour elle. Et honnêtement, je dois dire que pour moi, c'est une façon de demander en mariage qui est très logique, et c'est une façon d'exprimer ses sentiments que j'apprécie beaucoup. Vous interpréterez mon accord avec sa façon de communiquer comme vous voudrez. Et même si dans la situation je comprends la réaction d'Elisabeth, parce que je comprends pourquoi elle peut se sentir blessée, je comprends aussi à quel point pour Mr Darcy c'était un aveu énorme de ses sentiments, et à quel point lui aussi a pu se sentir blessé par ce défaut de communication réciproque. Il n'y a pas que dans cette demande en mariage où Mr Darcy a fait preuve de ce côté très pet sec, très honnête, quitte à froisser d'autres personnes, puisqu'il reprend régulièrement les personnes qu'il rencontre sur leurs défauts d'analyse et leurs défauts de logique. Et ça ne passe pas toujours très bien, et il passe encore une fois pour quelqu'un de supérieur. Comme c'est là un divertissement charmant pour les jeunes gens, Mr Darcy. Rien ne vaut la danse après tout. Je la considère comme l'un des premiers raffinements des sociétés polies. Certainement, monsieur, et elle a aussi l'avantage d'être en vogue chez les sociétés moins polies du monde. Tous les sauvages dansent. Un de mes headcanons personnels, donc quelque chose que je pense en mon plus fort intérieur, et que c'est également une des raisons pour lesquelles il a été très attiré d'emblée par Elisabeth, puisqu'elle est réputée pour être très honnête et très franche, et ne pas passer par 4 chemins pour montrer ce qu'elle dit, et du coup c'est une honnêteté que valorise Mr Darcy, parce que quand Elisabeth l'exprime et quand elle exprime ses sentiments, elle le dit avec logique, sans laisser de place au doute et à l'interprétation. Et donc pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles Mr Darcy a commencé à être attiré par Elisabeth.
Quelque chose qui m'a énormément marqué dans ma lecture du livre, c'est la différence énorme entre le Mr Darcy qu'on peut avoir près de là où vivent les filles et le Mr Darcy qu'on voit chez lui à Pemberley, puisqu'il est vraiment présenté comme un homme radicalement différent. On a l'impression d'avoir plusieurs personnes différentes, et ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est assez classique chez les personnes avec des troubles autistiques, puisque c'est vraiment une importance énorme de la zone de confort et d'un milieu qu'on connaît et d'un milieu réconfortant qui permet finalement que toutes les difficultés sociales, les difficultés relationnelles soient plus faciles, puisque ce sont des personnes qu'on connaît dans un lieu qui nous est familier et que l'on sait gérer aussi. Et du coup, c'est vrai que Mr Darcy est présenté, dès qu'on arrive à Pemberley, il est présenté comme quelqu'un de très avenant, de très gentil, très souriant, qui presque fait des blagues, très loin du Mr Darcy taciturne et renfermé qu'on a pu avoir auparavant. Et il l'est évidemment avec Elizabeth, ce qu'on pourrait interpréter par ses sentiments envers elle, par le fait qu'il désire l'épouser, etc. Mais il l'est également avec l'oncle et la tante d'Elizabeth, et également avec finalement tous ses domestiques et tous ses proches. Et ça contraste énormément avec tout ce qu'on a pu voir avant. Et c'est quelque chose qui est aussi très affirmé par les domestiques et par les personnes qui connaissent Mr Darcy, puisque tout le monde à Pemberley presque le décrit comme facile à vivre, comme très agréable, très avenant et très gentil. Jamais, au grand jamais, il n'est décrit comme orgueilleux, comme se sentant supérieur et regardant de haut le reste de la plèbe, on va dire. Il y a des gens qui le trouvent fier, mais moi bien sûr je n'ai jamais rien remarqué de tel. À mon avis, c'est simplement parce qu'il ne bavarde pas à tort et à travers comme les autres jeunes gens. Et du coup, ce côté très souriant et très aimable qu'on a pu voir à Pemberley fait écho à mon point suivant, qui est la resting bitch face, puisque Mr Darcy est d'emblée présenté lorsqu'on le rencontre comme quelqu'un de taciturne, de peu aimable, peu avenant, peu souriant. Voilà, c'est quelqu'un vers qui on n'a pas envie d'aller, et globalement au fil du livre, tous les gens qui l'ont très peu rencontré, qui lui ont peu parlé, qui ne le connaissent pas, le décrivent comme orgueilleux, pas sympa. Alors que tous ceux qui le connaissent, et notamment à Pemberley, tous ceux qui le connaissent finalement disent que c'est quelqu'un de très gentil et très sympathique. C'est peut-être un petit peu moins classique de ce qu'on sait dans les TSA, et c'est quelque chose que personnellement je ne sais pas expliquer, mais c'est quelque chose qui fait grandement écho à mon expérience personnelle pour le coup. Et j'ai vu beaucoup d'autres personnes avec des troubles autistiques qui en parlaient également, donc j'ai un petit peu l'impression quand même que ça fait partie des traits autistiques, peut-être à minima. C'est quelque chose qui a été moins étudié et qui est moins admis, en tout cas dans la communauté scientifique, donc ça pour le coup c'est vraiment mon interprétation. Mais c'est vrai qu'il y a plus de difficultés pour Mr Darcy de se faire aimer au premier regard, et il a un petit peu cette air de je vais tous vous frapper si vous venez me parler spontanément, qui disparaît quand les gens apprennent à le connaître. Et c'est le cas notamment de Elizabeth évidemment, puisque au début, lorsqu'elle ne le connaît pas, elle est pleine de préjugés sur lui, et du coup ces préjugés vont petit à petit disparaître et se rendre compte qu'elle s'était leurrée sur son compte. Et personnellement c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé dans mes études, puisqu'il y a plusieurs fois des personnes avec qui je me suis retrouvée en stage qui m'ont dit avoir été surpris que j'étais sympa. Avec beaucoup de gens de ma promo, j'avais une mauvaise réputation d'être pas sympa, uniquement par les gens avec qui je n'avais pas trop parlé et qui m'avaient croisée un petit peu comme ça. On m'a plusieurs fois dit que je n'étais pas avenante et que je faisais peur, que personne ne voulait me parler spontanément, et que du coup les gens étaient surpris finalement quand ils commençaient à me connaître que je sois pas trop une connasse. Donc voilà, tous mes respects à Mr Darcy, parce que c'est pas forcément facile quand on s'en rend pas compte. Et enfin le dernier point, qui est peut-être un petit peu moins marqué dans le livre, mais qui est pour moi essentiel puisque c'est un des traits autistiques les plus importants, c'est l'importance des règles et du respect des règles, puisque en raison des difficultés d'interprétation de ceux qui les entourent, les personnes autistes ont un attachement aux règles, à la routine et à l'importance des règles qui sont fixées dans leur code moral ou dans le code social plus largement admis, et notamment pour tout ce qui concerne les relations, puisque c'est déjà quelque chose avec lesquels on a du mal, et du coup le fait d'avoir des règles très strictes nous permet d'avoir un cadre qui est plus facile à tenir, et donc ces règles sont très importantes pour nous à respecter, et les autres doivent aussi les respecter. Et on voit tout au long du texte que Darcy accorde énormément d'importance aux règles sociales et aux artifices sociaux et à la façon de faire
les codes, etc. Et il a du mal finalement à pardonner à certaines personnes de ne pas s'y conformer. Et ça c'est particulièrement évident quand on voit son traitement de la famille Bennet, puisque évidemment la famille Bennet n'est pas très adaptée pour la haute société. Et si d'autres personnes comme Mr. Bingley ou même Lady Catherine peuvent parfois passer outre malgré leur haut statut social, c'est très difficile pour Mr. Darcy et il n'accepte pas du tout de passer outre et de laisser couler. Il va soit s'énerver, soit se renfermer suite au manquement aux règles et aux codes sociaux. Bon, voilà, c'était à peu près toutes les choses que j'ai pu mettre en évidence dans le texte qui m'ont fait penser que Mr. Darcy présentait des traits autistiques. Encore une fois, le but n'est absolument pas de faire un diagnostic quel qu'il soit, c'est simplement des choses qui m'ont fait penser aux traits autistiques et je voulais en parler parce que je trouve que c'est très intéressant et ça permet aussi d'avoir une autre interprétation et un autre regard sur ce personnage qui est, je trouve, dans tous les cas très intéressant et qui ça permet aussi d'expliquer un petit peu les difficultés qu'il y a tout au long de l'histoire parce que l'histoire repose quand même par essence sur une mauvaise communication entre les protagonistes. Et du coup ça permet aussi d'expliquer ces problèmes de mauvaise communication et de problèmes de communication réciproque, c'est-à-dire qu'il y a des défauts d'interprétation de la part de Darcy mais aussi de la part d'Elizabeth, ça c'est évident parce qu'ils n'ont pas non plus la même façon de communiquer et je trouve que ça rend les choses très intéressantes. C'est vrai que ce côté très autistique m'a paru absolument évident quand j'ai lu le texte et c'est pour ça que j'ai commencé à faire plus de recherches et que j'ai découvert aussi d'autres choses qui étaient peut-être moins évidentes mais qui en sous-texte confirment un petit peu mon intuition première. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aviez déjà vu cette théorie ou pas, si ça vous fait un petit peu changer aussi votre vision de Mr. Darcy, si vous n'aviez pas imaginé les choses dans ce sens-là. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous avez interprété les choses, si ça vous paraît complètement tarabiscoté, ce que je peux entendre aussi. Donc voilà, dites-moi votre sentiment et peut-être que je ferai d'autres vidéos sur ce livre parce que comme je l'ai dit, j'ai vraiment adoré. Beaucoup plus que ce que je m'y attendais et j'adore Mr. Darcy. En attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.